l'impact des activités humaines sur le milieu végétal, nous allons voir comment la palynologie est à même de déceler l'ampleur, enfin, de mettre en évidence les premiers impacts de ces activités humaines et éventuellement d'en déceler l'ampleur. C'est donc le troisième et dernier cours de ce cycle. Et rappelez-vous, lors de la première séance, après avoir décrit les moyens d'étudier la composition de la végétation par l'analyse pollinique, nous avions brossé un peu un grand cadre qui décrivait l'histoire de la végétation en réponse au changement climatique depuis 2,6 millions d'années, c'est-à-dire depuis le début du Quaternaire. La semaine dernière, nous avions orienté la discussion sur les environnements de l'homme. C'est mon cœur de recherche. Et nous avions examiné comment l'homme avait su s'adapter à ces changements climatiques, aux modifications qu'avaient ces changements climatiques sur la végétation. L'homme s'adaptait, il ne modifiait pas au cours du Pléistocène, au cours du Paléolithique, il ne modifiait pas la végétation de par ses activités. Nous allons cette semaine vraiment nous focaliser sur cette dernière période de l'histoire de la Terre, celle de la déglaciation, qui nous mène, avec le réchauffement initié il y a un peu plus de 10 000 ans, qui nous mène vers les périodes actuelles, historiques et actuelles. Donc, à partir d'une certaine période de cette déglaciation, nous allons voir comment, en plus de l'impact du climat, vient se superposer celui des activités de l'homme. C'est une grande histoire qui commence avec le néolithique. On parle, à mon avis à juste titre, de révolution néolithique lorsque l'homme va s'affranchir des contraintes du milieu pour progressivement maîtriser et dominer le milieu végétal, mais aussi animal, dans lequel il évoluait jusqu'alors. Alors pour commencer cette histoire récente, je vous propose de plonger vers le dernier maximum glaciaire. Nous sommes encore, dans ce cas, au Pléistocène, nous sommes encore dans les cultures du Paléolithique. Toutefois, il est intéressant de faire un zoom sur ce dernier maximum glaciaire pour voir déjà chronologiquement où l'on se situe. La dernière glaciation commence il y a 113 000 ans. Elle s'achève il y a 11 500 ans. Mais son pic, son optimum, que l'on appelle le dernier maximum glaciaire, est cette brève période qui se situe entre moins 20 000 et moins 18 500 calibrés BP. Alors, pendant toute cette séance, vous allez beaucoup m'entendre parler de dates calibrées BP, ou alors ça figurera sur les diapositives. Il est quand même utile, avant de commencer, d'aller plus loin, de rappeler que par calibré BP, on entend un âge qui se réfère à un zéro qu'il faut placer l'année 1950. Il faut donc, si vous voulez resituer ces âges en âge historique, on va dire, enfin, qui prennent en compte l'année, le basculement entre moins 1 et le 1, la supposée naissance de Jésus-Christ, il faut faire une soustraction de 1950 ans pour retrouver votre âge. 20 000 calibré BP vous donne un âge de, il faut que je fasse moi-même le calcul, de 18 050 avant notre ère, avant Jésus-Christ donc. Alors cette date de 1950, elle a à voir avec les méthodes de datation utilisées, qui sont des méthodes dites radioactives, c'est celle du carbone 14 sur ces âges récents. Et 1950, en fait, c'est l'âge où on n'arrive plus à éliminer le bruit de fond de la radioactivité naturelle, parce que s'y ajoutent
tous les essais atomiques qui ont commencé à se dérouler dans l'atmosphère. Et donc, la méthode du carbone 14 est étalonnée sur cette année 1950. Alors, ce dernier maximum glaciaire dure environ 1500 ans, et si vous regardez cette courbe, qui est la courbe isotopique, qui reflète très très bien l'ampleur du glaciaire, ou lorsque l'on augmente progressivement les valeurs qui montrent l'ampleur de la déglaciation, eh bien vous voyez que lors du dernier maximum glaciaire, nous sommes effectivement dans des valeurs les plus négatives qui traduisent un froid intense, des températures très basses et une aridité très marquée. Ce dernier maximum glaciaire, il laisse la place à une période que l'on appelle le tardiglaciaire. C'est la fin de la glaciation, comme son nom l'indique. Cette période, elle va s'échelonner entre 18 500 et 11 500 ans. Vous voyez que climatiquement, c'est une période d'instabilité. Cette période va voir successivement 3 épisodes que l'on appelle les dryas, qui sont des épisodes de froid très intenses, brièvement entrecoupés par 2 brefs périodes de réchauffement que l'on appelle des interstades. Au sein d'une longue période glaciaire, de brèves périodes de réchauffement peuvent s'enregistrer, mais qui ne voient pas le développement complet de toute la végétation arborée comme lors d'un interglaciaire. Nous n'avons pas, lors de ces brefs épisodes, un réchauffement suffisamment fort, et de toute façon sa durée est trop brève pour permettre d'observer dans les courbes, dans les diagrammes polyniques, le développement complet de nos 3 phases forestières. Rappelez-vous, lors d'un interglaciaire, ce sont la phase de la forêt pionnière qui initie un interglaciaire, qui est relayée ensuite par la phase de la chaînée mixte, lors de l'optimum interglaciaire, et enfin qui laisse la place en fin d'interglaciaire avec la forêt de conifères. Ici, vous ne verrez pas, lors de ces interstades, ces 3 phases de développement. Cela, pour nous, palynologues, montre bien que nous n'avons pas affaire à un réchauffement de type interglaciaire, mais à un bref interstade au sein d'un épisode glaciaire. Et cette diapositive, je l'ai délibérément fait démarrer au début de la glaciation pour vous montrer que, également, au tout début d'une glaciation, s'enregistrent des interstades. Je voudrais que vous compreniez qu'une phase glaciaire, finalement, est marquée en son début et à sa fin, c'est-à-dire au moment où les températures chutent, où les précipitations chutent au début de l'interglaciaire, ou alors à l'inverse, lorsque les précipitations et températures vont commencer à vouloir remonter à la fin d'un glaciaire, eh bien ces périodes sont des périodes extrêmement instables. Le réchauffement n'est pas graduel, il se fait par à-coups, par brefs épisodes abrupts qui vont marquer autant d'interstades. Nous avons donc au cours de ce tardiglaciaire 2 interstades qui ont été définis en Europe du Nord, l'interstade du Böhling et l'interstade de la Lereude. Ce n'est qu'à partir de 11 500 ans que démarre vraiment de manière durable un réchauffement marqué. Nous entrons alors, et uniquement alors, dans la déglaciation, dans l'interglaciaire, l'interglaciaire qui va nous mener vers l'actuel et qui couvre cette période géologique que l'on appelle l'Holocène. Alors, pourquoi il est intéressant de repartir de ce dernier maximum glaciaire? C'est parce qu'il est nécessaire de bien comprendre toute l'ampleur des modifications de la végétation entre cet optimum glaciaire et l'optimum interglaciaire qui va suivre 15 000 ans plus tard au cours de l'Holocène et qui est la dernière période de réchauffement que nous connaissons et qui est celle dans laquelle nous vivons actuellement. Palynologiquement parlant, sur cette séquence ici, c'est très visible, le dernier maximum glaciaire correspond à cette période pendant laquelle les arbres sont à leur couverture minimale. Les arbres ici, c'est uniquement les 2 groupes figurés en vert et en blanc. Et vous pouvez voir dans ce rectangle rouge qui reflète
la période de ce dernier maximum glaciaire que seul le pin subsiste dans un milieu entièrement découvert, dominé par les herbacées, avec un fort cachet steppique, ici, représenté par l'armoise et les phèdras. On parle, en palynologie, d'état zéro de la végétation. C'est finalement de cet état zéro que va se faire ensuite la reconquête forestière, qui va s'initier de manière un peu instable au cours du Tardiglaciaire et se poursuivre de manière durable au cours de l'Holocène. Voici justement l'effet sur ce même diagramme polynique de Tenaghi-Philippon des deux interstades, je dois moi-même faire attention à ne pas être confus, des deux interstades qui terminent cette dernière glaciation avec, vous voyez, cette brève reprise, très marquée cependant, de la végétation arborée. Il n'y a pas que le pin qui progresse, mais également les arbres, un cortège d'arbres tempérés. Alors si on allait dans le détail du diagramme de Tenaghi-Philippon, on s'apercevrait que ce sont tout de même majoritairement des arbres héliophiles. Quelques arbres à feuillage caducifolié commencent à se développer, mais des épisodes très froids et très intenses viennent encore entrecouper cette dynamique de reconquête forestière et réouvrent brièvement encore le paysage. Vous voyez notamment ici cet épisode du Drias récent, dernier coup de froid de la glaciation vexélienne, c'est son nom, avant d'entrer définitivement dans l'Holocène et dans le dernier interglaciaire. Alors, ici nous sommes à Tenaghi-Philippon en Grèce, à la frontière avec la Turquie, et il est très difficile en milieu méditerranéen de saisir les deux interstades. En fait, ce bref épisode intense du Drias moyen, épisode froid, intense, n'est que très rarement enregistré dans les séquences de la Méditerranée. Seuls le Drias ancien et le Drias récent sont clairement visibles, mais la brièveté du Drias moyen, le fait que l'on se situe à des latitudes assez basses sur le pourtour méditerranéen, fait que ce Drias moyen, qui est bien enregistré au nord de l'Europe, ne trouve pas son équivalent sur le pourtour méditerranéen. On a donc une période un peu mixte où l'on va parler de Bölling-Alleröd qui va plus ou moins marquer au milieu une période du Drias moyen. Mais il peut arriver que ce Drias moyen ne soit même pas du tout perceptible. Alors vous voyez que ce sont des épisodes, j'ai rappelé ici la chronologie de tous ces épisodes soit froids du Drias, soit interstades comme le Bölling et l'Alleröd. Ce sont des épisodes que l'on pourrait qualifier de millénaires. Or, une variabilité climatique millénaire est une variabilité climatique rapide, pour même dire très rapide. Alors, voici un schéma qui retrace les grandes subdivisions au sein de l'Holocène. L'Holocène, c'est finalement la période qui a été la plus étudiée en palynologie. Pour des questions de facilité, en fait. C'est que de nombreuses séquences enregistrent en continu ces 10 derniers millénaires. Et donc, dès le début de l'émergence de la palynologie appliquée à la reconstitution des environnements, eh bien, de nombreuses séquences ont décrit la dynamique de végétation au cours de cette période de réchauffement qui nous mène à l'actuel. Alors, il y a 5 palynozones, on appelle cela ainsi, qui ont été définis, et je vais vous en donner les grandes caractéristiques en commençant par la plus ancienne naturellement, pour garder une cohérence dans la progression de notre interglaciaire. À la fin donc de la dernière glaciation, après le Drias récent, entre 11 500 et 10 300 se tient une période que l'on appelle le préboréal, qui montre le début de ce réchauffement durable holocène. On y voit, dans toutes les séquences du nord de l'Europe, oui, j'ai oublié de préciser que
Ce schéma a été établi dans le nord de l'Europe, en Scandinavie. Ce pré-boréal montre, à la faveur du début du réchauffement durable, la régression de la steppe et la mise en place d'une forêt pionnière. C'est le même schéma que celui enregistré lors des débuts d'interglaciaires au cours du Pléistocène, ce que nous avons pu voir dans nos 2 séances précédentes. Le pré-boréal laisse la place ensuite à une période que l'on appelle le boréal. Entre 10 300 et 9000, le boréal enregistre une hausse des températures puis des précipitations qui permettent l'essor très important du noisetier, une plante héliophile. Entre 9000 et 5500, une longue période que l'on appelle l'Atlantique. L'Atlantique, c'est l'optimum de l'interglaciaire actuel. Je suis donc en train de vous dire que nous avons depuis déjà pas mal de temps, pas mal de millénaires, dépassé l'optimum climatique interglaciaire. Au cours de l'Atlantique, il y avait des températures et des précipitations qui étaient supérieures à l'actuel. C'est au cours de cette période que s'est mis en place la forêt caducifoliée dominée par le chêne. Là encore, c'est un schéma très classique qui marque la réponse de la végétation face au changement climatique, face à un réchauffement global. Et c'est un schéma qui se reproduit depuis de nombreux cycles climatiques initiés au cours du Pléistocène. Il faut attendre la période suivante du subboréal pour, entre 5500 et 2800, avoir une première perception par la palynologie en Europe du Nord des activités humaines sur le milieu végétal. Cette période du subboréal, elle est plus fraîche, elle est encore humide, mais elle est plus fraîche que celle de l'Atlantique qui précédait. On y voit l'expansion du hêtre et de la forêt de conifères. Ça, c'est encore un schéma très classique de réponse de la végétation à un réchauffement climatique. Enfin, de 2800 calibrés BP jusqu'à l'actuel, nous entrons dans la dernière palynosone qui s'appelle le subatlantique. Ce subatlantique, c'est une période fraîche et humide au cours duquel le hêtre est bien développé. Mais au niveau végétation, on observe aussi pour la première fois que l'impact des activités humaines à travers des opérations de déforestation, à travers le développement important de l'agriculture, devient supérieur à l'impact du climat. La réponse de la végétation est donc forcée et par le climat et par l'homme au cours du subatlantique. Ce qui paraît un schéma assez classique, si vous voulez, et logique. On a une très forte explosion démographique qui s'enregistre depuis l'Antiquité. Et si on place l'Antiquité, nous sommes ici, vers le début du subatlantique. Et il est assez logique que les activités humaines finissent par impacter considérablement la végétation et que cela devienne très fortement perceptible dans des séquences sédimentaires lorsque l'on fait une étude palynologique. Alors, justement, j'ai voulu sur ce petit diagramme essayer de faire un peu un parallèle entre nos fameuses palynozones et les périodes qui nous amènent vers les périodes historiques, enfin les grandes subdivisions préhistoriques et historiques, et jalonnées par quelques repères qui un peu fixent les idées lorsque l'on parle, par exemple, de la fin du Paléolithique, avec ces deux périodes que sont l'épipaléolithique et le mésolithique qui vont faire transition avant le monde néolithique. Eh bien, nous sommes au début du réchauffement climatique. Nous enregistrons à la fin du Paléolithique supérieur la transition entre le tardiglaciaire et le début de l'Holocène.
mais les sociétés épi-paléolithiques, les sociétés mésolithiques, se développent au cours du pré-boréal et du boréal. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que le néolithique survient lors de la période de l'optimum climatique atlantique. Je pense que ce n'est pas anodin, si vous voulez, et que ce climat très favorable a dû permettre l'émergence, a dû faciliter tout au moins l'émergence de nouvelles traditions au sein des groupes préhistoriques. Alors nous pouvons après brièvement replacer l'âge du bronze. Vous voyez, nous sommes au cours de l'âge du bronze dans la période du subboréal. Le subatlantique démarre lui avec l'âge du fer, traverse toute l'Antiquité, avec ici notamment la période romaine, avant d'entrer de plein pied dans la chronologie historique, le haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, la Renaissance, la période moderne, sont autant de subdivisions qui s'accélèrent, mais qui ne s'enregistrent qu'au cours du subatlantique. Alors, que se passe-t-il lorsque l'homme préhistorique paléolithique entre dans le néolithique? Alors ça, c'est un thème de recherche en préhistoire qui est largement développé, qui mobilise énormément de chercheurs et qui en plus montre maintenant, avec tous les résultats qui sont acquis, de nombreuses spécificités géographiques et qui rendent les discussions très stimulantes entre chercheurs lorsque l'on essaye de comprendre comment s'est déroulée cette transition majeure entre le paléolithique, entre les sociétés paléolithiques et celles du néolithique. Un petit rappel. Les sociétés du paléolithique étaient nomades. Elles n'occupaient que des campements temporaires. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de construction, mais elles étaient très éphémères, en bois par exemple. Seules certaines constructions ont pu laisser des traces. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu le dernier site en Ukraine, des cabanes en ossements de mammouth. Pour autant, cela traduit des occupations saisonnières pour les plus longues, et donc il faut parler de populations nomades, populations qui étaient chasseurs-cueilleurs. Bon, pour la cueillette, c'est un phénomène qui est connu depuis l'origine de l'homme. Les traces d'usure dentaire montrent le régime végétal qui était prévalent chez les tout premiers homininés. Ces tout premiers homininés étaient également charognards, ce qui est une forme de chasse à vrai dire, mais très vite, au cours des temps paléolithiques, des techniques de chasse se sont mises en place, liées au développement de l'outillage et puis liées à une meilleure cohésion au sein des groupes sociaux. Ça, c'est le bénéfice du développement cognitif qui est survenu tout au cours de la préhistoire. On l'a abordé la semaine dernière. On a donc des sociétés nomades, chasseurs-cueilleurs, pour les temps paléolithiques. Au cours du néolithique, les sociétés ne sont plus nomades, elles se sédentarisent. Nous avons de nombreux vestiges archéologiques, surtout au Proche-Orient, qui montrent les vestiges donc de ces premières villes, proto-villages, qui se traduisent sous la forme d'occupation pérenne, avec des habitats en pierre, bien sûr, mieux enregistrés, qui se conservent mieux au cours du temps. Ces populations, nous savons également qu'elles étaient entrées de plein pied dans l'agriculture et qu'elles maîtrisaient les techniques d'élevage. Agriculture, élevage avaient pour but de pallier, si vous voulez, aux besoins d'une société croissante, de groupes humains grandissants, en permettant de nourrir, de subvenir aux besoins de tous ces groupes. Alors, les grandes questions qui se posent, c'est bien sûr de s'interroger sur cette diffusion du néolithique. Est-ce qu'il y a un berceau
qui serait au Proche-Orient, puisque les vestiges les plus anciens à ce jour de néolithique se trouvent localisés dans une zone que l'on appelle le croissant fertile, ici, au Proche-Orient. Est-ce qu'il faut imaginer plusieurs foyers de néolithisation? On pourrait, certaines théories évoquent un foyer de néolithisation africain, d'autres un foyer de néolithisation sur le continent asiatique. Les exemples que je vais, moi, vous présenter au cours de ce cours vont être à nouveau centrés sur l'Europe. Et donc, je vous ai présenté ce dernier schéma que j'ai pu trouver. Ça a été publié en 2007. Il y a peut-être maintenant des nouvelles dates, mais en tout cas, ça fait toujours foi, si vous voulez, lorsque l'on discute de la propagation du néolithique au cours de l'Holocène. Déjà, on voit bien que pour le continent européen, cette diffusion a bien lieu effectivement lors de l'optimum climatique de l'Atlantique. Il est initié en amont de l'Atlantique uniquement dans ces zones du croissant fertile. Il y a un néolithique le plus ancien, qui est même acéramique. Oui, c'est une des autres grandes traditions liées au néolithique que le développement de la poterie. Et donc il y a au Proche-Orient, malgré tout, un néolithique dit acéramique, extrêmement ancien, près de 9500 ans avant notre ère. Vous voyez qu'ensuite, on a une progression vers l'ouest, sur le continent européen, qui nous amène à cette grande culture du néolithique rubané qui trouve son apogée, en tout cas son maximum d'extension, dès 5500 avant notre ère. Pour le sud, sur le pourtour méditerranéen, pour le sud de l'Europe, vous voyez que la diffusion du néolithique a pu se faire par voie de navigation. Les néolithiques étaient déjà des navigateurs, et les îles de la Méditerranée enregistrent de nombreux sites archéologiques datés de cette période du néolithique. Une parenthèse, alors bien sûr, j'ai la légende qui est superposée sur la partie nord du continent africain, mais j'aurai un exemple à vous montrer en fin de séance sur une séquence polynique holocène du sud de la Tunisie. Et pourquoi on s'intéresse au sud de la Tunisie? C'est parce que, à ce jour, ce même processus de néolithisation que celui que je vous présente pour le nord de l'Europe, eh bien, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas encore acquis assez de données pour essayer de proposer un scénario qui permettrait de comprendre comment les sociétés paléolithiques, qui étaient bien présentes sur le continent nord-africain, sont entrées dans le néolithique. Les indices de néolithisation sont datés très tardivement et on a un décalage flagrant entre la néolithisation du continent européen et la néolithisation du nord du continent africain. Et ça, c'est un sujet qui nous occupe actuellement au laboratoire, avec 2 thèses qui sont en cours, qui s'intéressent à ces aspects. Alors, je vais commencer par vous présenter un diagramme polynique qui traverse près de 15 000 ans d'enregistrement continu de la végétation, avec donc tout le tardiglaciaire et l'Holocène documentés dans l'est de la France, dans le Jura. Ce sont des données qui ont été acquises par mes 2 collègues, Émilie Gauthier, qui est professeur à l'Université de Besançon, et Hervé Richard, qui est directeur de recherche au CNRS, également à Besançon. Au cours du dernier colloque des palynologues de langue française, qui s'est tenu au mois de septembre à Pontarlier, nos collègues de l'Université de Besançon nous ont emmenés en excursion autour d'un lac, le lac Saint-Point. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Nous sommes à environ 15 km au sud de Pontarlier, près de la frontière suisse, dans les contreforts du Jura. Alors, ce diagramme, je vais vous le commenter en remontant de la base vers le sommet de la séquence. Et déjà, nous allons nous intéresser
au Drias ancien, qui est la partie la plus ancienne enregistrée à la base du diagramme, le Drias ancien étant daté entre 18 500 et 15 000 calibré BP. Le Drias est une période froide au sein du Tardiglaciaire, et sur ce diagramme, vous pouvez voir ici en jaune l'importance des graminées. Les graminées sont accompagnées de l'armoise et des Chenopodiacées, qui sont deux plantes marqueurs de ces environnements très ouverts, l'armoise même marqueur d'environnement stépique. Si l'on regarde du côté des arbres, vous pouvez voir que seul le pin est bien présent dans le cortège arboré et que seul le genévrier, le bouleau, le saule ont une courbe à peu près significative. La période suivante sur le diagramme est celle du Beuling-Alreude. Ici, dans le Jura, nous n'avons pas l'enregistrement du Drias moyen. Mais c'est un problème de résolution d'analyse et de sédimentation sur cette période charnière qui a duré quelques siècles seulement, du Drias moyen et qui sépare le Beuling et l'Alreude. Traditionnellement tout de même, dans le Jura, dans les Vosges, le Drias moyen est enregistré. C'est ici un peu une exception. Et donc, nous avons un mixte Beuling-Alreude en guise d'interstade qui ponctue la fin du dernier glaciaire. Ce Beuling-Alreude, il va donc courir sur la période entre 15 000 et 12 900 calibrés BP. Alors, qui observe-t-on? Si c'est un interstade, nous sommes dans une période de réchauffement. Et ce réchauffement, vous voyez, il se traduit dans la végétation par la régression du couvert arboré. Les graminées, l'armoise régressent fortement et même les Chenopodiacées ont quasiment disparu. Côté arbre, vous voyez un essor très important du pin et au début de cet interstade, il est accompagné du genévrier, du saule dans une moindre mesure, mais aussi du bouleau, des plantes très héliophiles. On a donc dans ce milieu très ouvert, à la faveur d'un réchauffement, assez normalement des plantes héliophiles, des arbres héliophiles qui vont venir se réinstaller autour du lac de Saint-Point. Cependant, ce réchauffement n'est pas celui qui initie durablement la mise en place de l'interglaciaire Holocène. Il y a ce bref épisode, ce coup de froid du Drias récent, enregistré entre 11 500 et 10 300 calibrés BP. Au cours de ce Drias récent, on note une légère reprise des graminées, également de l'armoise, et la courbe des Chenopodiacées, vous voyez, reprend également légèrement. Les arbres que nous avions cités précédemment, le genévrier, le saule, le bouleau, ont régressé. Seul le pin, lui, ne semble pas affecté par ce coup de froid du Drias récent. On peut penser que la résilience de cet arbre au refroidissement brutal du Drias récent lui permet de subsister dans un premier temps. Peut-être que si cette période de froid s'était prolongée, on aurait également enregistré à la suite une régression du pin. Nous entrons dans l'Holocène avec cette période du Préboréal. Le Préboréal, je vous ai dit qu'il était caractérisé par la mise en place, normalement, de cette forêt pionnière à genévrier, à saule, à pin également, et le schéma est un petit peu différent ici dans le Jura. Vous pouvez voir que, contrairement à l'interstade du Beuling-Alreude, au cours du Préboréal autour du lac de Saint-Point, le genévrier ne va pas repartir, le bouleau non plus. Seul le saule, qui peut être développé autour des berges du lac, montre une légère présence, mais l'événement marquant est le début de l'expansion du noisetier, également plante héliophile. Mais ce noisetier, dans le schéma classique de l'Europe du Nord, connaît
son développement optimal qu'au cours du boréal, la période suivante, entre 10 300 et 9 000. Au cours de cette période du boréal, nous enregistrons effectivement les valeurs maximales du noisetier et il est accompagné par une courbe qui commence à progresser d'arbres caducifoliés comme le chêne, ici, ou l'orme. Pour ces derniers arbres, il va falloir attendre la poursuite du réchauffement, donc le développement de l'interglaciaire en quelque sorte, et atteindre des valeurs optimales, que ce soit en termes de température mais aussi de précipitation, pour voir le développement complet de la chaînée. Alors elle se fait, la mise en place de cette chaînée, au détriment du noisetier qui régresse, au détriment du pin également, vous voyez, qui régresse fortement. Nous voyons un cortège d'arbres caducifoliés dominé par le chêne, accompagné de l'orme, du frêne, du tilleul. C'est la flore classique qui se met en place lors de l'optimum interglaciaire. Pour l'instant, je décris uniquement une réponse de la végétation qui semble uniquement marquée par le réchauffement climatique. Au cours de la période plus récente de l'Atlantique, entre 6008 et 5500 calibrés BP, s'enregistre déjà une légère régression de cette chaînée caducifoliée qui est liée à l'augmentation du sapin. La forêt de conifères commence à se mettre en place très rapidement après l'optimum climatique. Cela traduit peut-être déjà un léger rafraîchissement côté température. Le hêtre également, vous voyez, commence à se développer. Toutefois, la mise en place de cette forêt de conifères ne survient qu'au cours du subboréal, entre 5500 et 2800 calibrés BP, avec les valeurs les plus fortes du sapin, du hêtre également, et vous voyez ici accompagné de l'épicéa. Dans le même temps, la chaînée a régressé, malgré tout, elle est encore présente autour du lac de Saint-Point. La dernière période, celle qui nous mène jusqu'à l'actuel, qui nous mène vers les écosystèmes, enfin vers le biome actuel que l'on connaît, qui est décrit autour du lac de Saint-Point, montre justement la persistance du hêtre alors que les conifères régressent et la persistance également du chêne accompagné un peu du noisetier. Voici donc pour la lecture de ce diagramme acquis par nos collègues de l'Université de Besançon et qui est, je dirais, un exemple parfait du schéma tel qu'il a été décrit en Europe du Nord déjà il y a près de 40 ans. Toutes les palinozones ont été retrouvées qui traduisent le réchauffement, son ampleur, qui conduisent la mise en place du dernier interglaciaire, de l'interglaciaire actuel. Alors, ce que nous allons maintenant essayer de regarder, c'est s'il y a des indices polyniques de l'anthropisation autour du lac de Saint-Point. C'est une région qui est très riche en vestiges néolithiques. Là, je parle, bien sûr, des pourtours immédiats du lac, mais aussi, à l'échelle régionale, la chaîne jurassienne compte de nombreux sites néolithiques très importants. Notamment, on trouve de nombreux sites palaffites sur les lacs du Jura, en Suisse, en Allemagne et aussi côté français, le long des chaînes du Jura. Alors, ces indices d'anthropisation, autour du lac Saint-Point, ils se trouvent ici. Je les ai surlignés, vous voyez, en rouge. Ils correspondent à des premiers enregistrements de grains de pollen que l'on appelle, nous, palynologues, Cerealia type, que l'on distingue des grains de pollen de graminées sauvages. La sélection faite par l'homme qui commence à maîtriser les techniques de l'agriculture, qui va sélectionner des graminées sauvages pour peu à peu obtenir
des céréales, eh bien, est perceptible au niveau morphologique sur les pollens de poacées, de graminées. Nous pouvons donc repérer dans les diagrammes polliniques les premiers indices d'agriculture à travers la présence, l'enregistrement de ces grains de pollen de céréales. Ils sont accompagnés d'une plante que l'on va qualifier de rudérale qui accompagne la mise en place de nouvelles techniques agricoles, le plantain lancéolé. Et vous voyez que les deux apparaissent simultanément dans cette partie du diagramme qui est datée d'environ 5400 calibré BC, le BC étant Before Christ. Donc là, je vous demande de jongler à nouveau. Pourquoi on rebascule vers du calibré BC? C'est parce que c'est plus pratique au moment de confronter avec les informations archéologiques. Alors, pas encore les informations archéologiques datées du néolithique, mais plus on remonte dans les séquences, et lorsque l'on traverse notamment l'Antiquité et les périodes historiques qui suivent, eh bien, les traces écrites sont datées en années calendaires. Et donc, il devient un petit peu compliqué de jongler avec deux échelles différentes de chronologie. J'ai donc mis les deux ici pour nous simplifier un petit peu la vie. Alors, la question que se sont posées mes collègues, c'était quel type d'agriculture avaient mis en place ces sociétés néolithiques autour du lac de Saint-Point. Parce qu'ils remarquaient qu'après cette première occurrence très ancienne, il y avait quand même une absence d'enregistrement des céréales, puis des occurrences répétées, mais jamais continues, de ces grains de céréales. Alors ça pose la question de savoir si les agriculteurs qui occupaient les berges, les rives du lac de Saint-Point étaient présents en continu. Est-ce qu'il y avait des périodes d'abandon autour du lac? Est-ce que donc ces agriculteurs étaient mobiles? Ou bien est-ce qu'ils avaient mis en place un système agraire itinérant sur le bassin versant, sachant que les grains de pollen de céréales se transportent peu et que peut-être l'absence de grains de pollen reflèterait finalement un éloignement temporaire des portions de territoire mis en culture. Et dans ce cas, nous n'aurions pas d'enregistrement de grains de pollen de céréales dans les sédiments du lac de Saint-Point. Alors, ils ont plaidé pour cette hypothèse, cette deuxième hypothèse, parce qu'ils ont fait un parallèle entre ces occurrences répétées, que vous pouvez voir ici, là, en ténu, et des périodes de chute très abruptes, brèves, des sapins et du hêtre. Ce qui veut dire que sur les reliefs autour du lac de Saint-Point, puisqu'il y a des reliefs qui partent, on est quand même déjà à environ 900 mètres d'altitude, eh bien il fallait déboiser pour mettre en culture ensuite, ponctuellement, le territoire déboisé, nouvellement déboisé. Et donc ils ont pensé que toutes ces saccades dans la courbe, par exemple, du sapin, reflétaient un système agraire itinérant où l'on déboisait pour mettre en culture pendant quelques années, décennies, ça peut-être qu'on n'a pas la précision d'analyse pour le savoir, puis abandonner cette parcelle pour en prendre une autre, peut-être plus éloignée du lac, et qui, du coup, ne voyait pas d'enregistrement ici des graminées. Voilà un petit peu un très bel exemple. Je trouve que ça me faisait... moi, j'étais stupéfait lorsque, au cours de l'excursion, nos collègues nous ont présenté ces données, parce que c'est vraiment l'image théorique, classique, présentée dans les livres, qui était là sous nos yeux et qu'ils ont acquis dans cette séquence sédimentaire dans le Jura. Alors, bon, là je vais brièvement évoquer cela. Vous avez vu que j'ai subdivisé toutes les palynozones avec des périodes très très bien arrêtées qui ne supportaient pas apparemment de marge d'erreur, d'incertitude. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'était une simplification et des travaux se sont récemment intéressés à essayer de montrer
en fonction du gradient latitudinal sur le continent européen, à quel moment débutaient les palynozones et quel était le début du début de la palynosone et la fin du début de la palynosone. Et également, quelle pouvait être la date du début de la fin d'une palynosone et de la fin d'une palynosone. Alors moi, ça m'avait beaucoup fait penser à une citation de Churchill qui parlait comme cela du début de la reconquête au cours de la Seconde Guerre mondiale, et il avait une expression un peu dans ces termes. En tout cas, vous pouvez voir qu'une marge d'erreur existe avec des recouvrements, par exemple ici, entre le boréal et le début de l'Atlantique. Et c'est certainement ce qui, au lac Saint-Point, nous explique certains décalages. Je vous ai dit, le noisetier, par exemple, démarrait sa courbe au cours du préboréal, à la fin du préboréal, alors que classiquement, l'expansion du noisetier caractérise la période suivante du boréal. Eh bien, ces décalages, ils tiennent au fait que les événements ne sont pas, évidemment, enregistrés à la même date selon la latitude où vous menez votre étude. Également, il faut penser que les méthodes de datation et les incertitudes liées aux méthodes de datation ne permettent pas encore, même si on a des âges qui maintenant sont très très affinés jusqu'à des erreurs de l'ordre maximum du siècle, pour des millénaires déjà assez anciens, eh bien, la conjugaison de ces latitudes différentes et des méthodes de datation qui proposent donc des modèles d'âge qui vont différer selon les lieux, aboutit à des schémas qui peuvent bien sûr varier à la marge, et c'est là où c'est intéressant d'aller s'intéresser à ces marges. Et notamment d'aller regarder si ce beau schéma classique décrit dans tous les livres concernant la mise en place de la végétation au cours du dernier interglaciaire avait cours également en Méditerranée. Et là, donc nous, ça nous intéresse actuellement beaucoup au laboratoire, et en fait, le constat de départ qu'il faut faire, c'est de repartir de la courbe isotopique ici du nord de l'Europe, qui vous montre ici la fin de la glaciation, avec ici l'interstade du Böhling, ce réchauffement, un éventuel épisode de Dryas, l'interstade ici moins marqué de l'Alreude, et ici, non pardon, excusez-moi, je suis un peu décalé moi-même, ici l'interstade du Böhling et ces deux pics qui suivent qui couvrent l'interstade de l'Alreude avant d'entrer dans le Dryas ancien, ce coup de froid très violent qui survient donc avant la déglaciation, le réchauffement durable qui caractérise tout l'Holocène. Et vous voyez ici en Méditerranée, on a une courbe, alors ce n'est pas une courbe isotopique, mais elle reflète les variations d'humidité sur le continent africain. Et on peut voir que la fin du Pléistocène, la fin du dernier glaciaire européen, connaît une histoire bien différente sur le continent africain. L'humidité commence à augmenter dès le tardiglaciaire de manière progressive, s'amplifie sans marquer d'interstade Böhling-Alreude au cours de cette période entre 13 000 et 11 000 ans, qu'une crise d'aridité est enregistrée entre 11 300 et 10 000 ans, c'est-à-dire au moment où, en Europe du Nord, on a un dernier coup de froid, mais encore aussi des interstades. Enfin, que la déglaciation est initiée dès le Dryas ancien, avec des environnements humides qui vont perdurer pendant tout l'Holocène, tout le début de l'Holocène. Seul à partir de la terminaison de l'Holocène, qui nous mène vers l'actuel, s'enregistrera une aridification croissante. Un schéma donc qui n'a rien à voir avec ce que l'on connaît pour le nord de l'Europe. Et alors du coup, dans les diagrammes polyniques, par quoi ça se traduit ?
Est-ce qu'on va réussir à placer notre boréal, atlantique, subboréal, subatlantique? Et comment va-t-on percevoir dans nos données polliniques méditerranéennes l'impact des activités humaines? Alors, je vous emmène dans le sud de la France, à Palavas. Nous sommes au sud de Montpellier. La lagune a enregistré les 4500 dernières années en continu d'un point de vue sédimentaire. Et Julien Azuara est actuellement en train de faire une thèse dans mon laboratoire, thèse où nous lui demandons, enfin son sujet porte sur justement la reconstitution de la végétation au cours de ces 4500 dernières années et les liens que l'on peut faire avec l'anthropisation croissante du pourtour méditerranéen, avec notamment une réflexion sur les périodes les plus récentes, celles qui vraiment marquent le paroxysme du développement humain sur le pourtour méditerranéen. Je pense que vous en connaissez les effets, les dégâts. Alors, voici la séquence que Julien a acquise depuis le début de sa thèse, avec, donc je vous rappelle, c'est les 4500 derniers millénaires, une mise en évidence ici de l'aridification croissante de la fin de l'Holocène en Méditerranée, qui se voit de manière très claire avec la chute et la quasi-disparition du sapin et le retrait, le déclin très marqué du hêtre, qui disparaît même il y a environ 500 ans du pourtour méditerranéen. Alors, il y a des épisodes arides qui sont connus au cours de l'Holocène dit moyen, Holocène supérieur, et qui sont des événements arides qui sont enregistrés dans les carottes marines de la Méditerranée et aussi de l'Atlantique. Ces épisodes arides sont très bien datés et ils ont été replacés ici sur la séquence, et vous pouvez voir qu'ils coïncident avec des moments, des périodes où le sapin, le hêtre, mais aussi le sapin, sont dans des valeurs minimales. Base de la séquence ici, vous voyez des valeurs du hêtre qui sont bien moins importantes lors de cet épisode aride que lors de ce qui va suivre. Deuxième épisode aride, et vous voyez ici, forte chute, valeur minimale à nouveau de la courbe du hêtre. Épisode aride vers à peu près il y a 1100 ans, donc nous sommes dans le haut Moyen-Âge, épisode aride qui survient sur tout le pourtour méditerranéen et à nouveau, valeur minimale du sapin. On a donc ici, dans les lagunes de Palavas, un milieu qui enregistre très très bien, qui est très sensible, vous voyez, au changement climatique. Alors, maintenant, nous allons essayer de faire un petit peu le lien entre ces données polliniques à travers, non pas le diagramme complet, mais une simplification, une vision un peu simplifiée qui consiste à présenter la proportion de pollen d'arbres, par opposition donc au pollen d'herbacées. Cette proportion de pollen d'arbres, par extrapolation, nous allons dire qu'elle représente le taux de boisement autour de la lagune de Palavas et aussi dans l'arrière-pays, jusqu'au contrefort du Massif central. Alors, au cours du néolithique, on peut voir qu'il n'y a pas d'évidence des activités humaines sur le taux de boisement. Nous avons, vous voyez ici, entre 4500 calibrés BP et jusqu'à environ 3000 calibrés BP, un taux de boisement, certes qui oscille, mais qui est dans des valeurs hautes en permanence. Alors, pourtant les villages sont connus. Il faut voir dans cette relation entre les nombreux villages qui sont disposés, néolithiques, disposés sur le littoral ou dans l'arrière-pays de la lagune de Palavas, que les populations n'étaient pas encore vraiment entrées dans l'agriculture. Les pratiques agricoles ne se traduisaient pas par des déforestations ou par la mise en évidence de taxons polliniques marqueurs
de l'agriculture. Période suivante, on peut voir un premier indice de déforestation à la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Alors, il y a de nombreux sites qui marquent cette transition, de nombreux sites de l'âge du bronze autour de la lagune de Palavas, de nombreux sites de l'âge du fer également, et il y a un lien, sans doute évident à faire, entre cette chute du couvert arboré et une nécessaire déforestation pour des populations qui, post-néolithiques, devaient certainement maîtriser les techniques de l'agriculture. On remonte et on continue d'examiner un petit peu ce lien entre le registre archéologique et nos données polyniques. Alors, on peut voir une reprise ici, un reboisement suite à cette déforestation qui se produit au cours de l'Antiquité. Un reboisement de l'arrière-pays, car sur le diagramme polynique, le reboisement concerne essentiellement le hêtre. Le hêtre, même s'il est présent dans notre lagune de Palavas, est apporté par le vent, par les cours d'eau qui arrivent des contreforts du Massif central, où il est encore actuellement développé. Il y a donc un arrière-pays qui se reboise manifestement, et c'est assez cohérent avec le registre archéologique qui montre que au cours de l'Antiquité, il y avait finalement une occupation très dense de la plaine, du littoral et de la plaine, mais finalement très très peu d'occupation vers les reliefs au nord de Montpellier. On voit ici la chaîne du Massif central avec cette couleur marron, et vous voyez que c'est très disproportionné la localisation des sites entre le littoral et ses reliefs. Donc quelque chose de cohérent là, un lien qui marche bien. On poursuit avec la transition entre l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Nous sommes donc entrés dans les périodes historiques. Alors là, c'est assez passionnant si vous voulez, parce qu'on commence à disposer de registres écrits, surtout qu'on a au niveau de la lagune de Palavas une très très ancienne édifice religieux avec la cathédrale de Maglone qui bien sûr a conservé de nombreuses traces écrites qui permettent de mieux comprendre comment le territoire était occupé pour ces périodes où on a pour la première fois donc des traces écrites. Alors, on voit au niveau polynique une très forte déforestation. Elle est vraiment très importante et elle traduit finalement une très nette reconquête de l'arrière-pays. Au cours de l'Antiquité, nous n'avions pas d'occupation dans l'arrière-pays. À partir du Moyen-Âge, il y a de nombreuses traces d'oppidum qui sont des occupations qui jalonnent ces contreforts du Massif central et qui montrent que des groupes humains sont présents sur ces reliefs et qu'ils commencent à fortement, là je vais employer le terme pour la première fois, à fortement anthropiser le milieu. Cette déforestation massive, bien sûr, elle affecte essentiellement le hêtre, mais également les éléments de la chaînée qui sont présents aux côtés du hêtre. Alors, une brutale remontée, assez brève dans le temps, et qui coïncide avec, au niveau date, qui coïncide avec le 7e et le 8e siècle de notre ère, et qui semblerait pointer une crise du monde rural. En tout cas, cette reforestation, on ne peut que constater qu'elle est associée à une atonie du registre archéologique. Il y a très très peu de vestiges archéologiques, que ce soit sur le littoral de Palavas ou au niveau du Massif central, pour cette période ici du 7e et du 8e siècle. Alors, est-ce qu'il faut imaginer une déprise humaine de cette région? Quelles pourraient en être les raisons? Peut-être des invasions qui seraient venues, qui auraient poussé à quitter ce territoire. En tout cas, il y a, c'est clair, une absence de restes archéologiques et immédiatement
associer cette reforestation. Alors, ça ne dure pas longtemps, et au cours du bas Moyen-Âge, nous allons avoir un impact maximum des activités humaines. Vous voyez que l'on atteint les valeurs les plus fortes de déforestation, en tout cas les valeurs minimales d'arbres de toute la séquence quasiment. Et là, le lien qui est fait, c'est avec les nombreuses condamines que l'on trouve dans tout le pays du Languedoc. Les condamines, c'était des exploitations de céréales, enfin des parcelles qui étaient cultivées pour les céréales, sur les berges des rivières, des cours d'eau. Et donc, il y avait, de fait, de l'exploitation de ces condamines, une nécessité de déboiser les forêts riveraines des berges des rivières. Alors, à partir du Xe siècle, on peut voir une importante augmentation des taxons cultivés. Et donc j'ai rajouté une courbe ici, qui est celle justement qui additionne tous ces taxons cultivés. Ces taxons cultivés, ce sont l'olivier, le châtaignier également, les céréales bien sûr, elles sont là, mais elles étaient déjà là précédemment, et le noyer. Il y a donc une arboriculture qui s'ajoute à la simple culture des céréales et qui vraiment prend son essor à partir du Xe siècle. Bien sûr, ça coïncide avec toujours cette période de boisement minimum. Alors, juste sur le diagramme, pour vous montrer où on se situe, vous voyez ici, ah oui, j'ai oublié aussi, je l'avais signalé, la courbe qui croît de l'olivier, ici le châtaignier qui apparaît, ici le noyer, la vigne également, que je n'ai pas cité, et les céréales qui sont présentes également ici. Donc, qui témoigne un peu de la diversité, si vous voulez, des pratiques agricoles des sociétés au cours du Xe siècle. Ce qui est étonnant, c'est de voir que ce n'est pas si ancien, plus ancien. Alors, un point ici qui est un peu une anecdote. Vous voyez ici cette brutale remontée du taux de boisement. Alors, ça nous a un peu interrogés, cette reforestation très, très abrupte. Et on avait discuté au laboratoire d'un possible lien avec la croisade contre les albigeois, qui en fait a été une période de massacre des populations et qui peut-être aurait de fait favorisé le déclin des occupations au niveau du sud de la France. Alors on en a discuté avec d'autres collègues qui sont archéobotanistes et qui ont un peu hurlé avec une telle hypothèse. Apparemment, c'était un petit peu trop déterministe, le lien de cause à effet. Donc, ils n'étaient pas d'accord et on modère un petit peu. Mais ce que je voulais, c'était vous montrer un petit peu que, voilà, on a des idées, on les discute, on les confronte surtout avec nos autres collègues. Ça se passe lors de colloques. Ça ne se passe pas toujours de manière violente. On arrive à discuter même si on n'est pas d'accord, à échanger nos arguments. Mais en tout cas, on peut voir ici l'interprétation que ferait un palynologue d'un tel point et qui n'est pas acceptée par des collègues historiens ou des collègues archéobotanistes qui travaillent sur ces périodes récentes. Voilà, juste un dernier zoom pour vous emmener vers les périodes actuelles. Le dernier siècle, enfin le XXe siècle, vous pouvez voir qu'on observe un très fort reboisement qui coïncide un peu avec la déprise agricole au niveau du Massif central. C'était des terres qui étaient difficiles à exploiter et la mécanisation qui est survenue après la révolution industrielle, bien sûr, a mis sur le déclin un petit peu ces régions d'un point de vue exploitation agricole. Et donc, immédiatement, on peut voir la reforestation qui accompagne cette déprise. Si on zoome sur les arbres présents, vous pouvez voir qu'il s'agit de chênes décidus présents aux côtés de chênes sclérophiles. Ce qui est intéressant avec ce détail, c'est de faire le constat que le paysage méditerranéen, ces pinèdes auxquels se mêle le chêne vert, sont en fait des paysages qui ne sont absolument pas naturels, mais qui sont totalement anthropisés et mis en place très récemment sur le pourtour méditerranéen. Donc on a là
un impact très très fort de l'addition des activités humaines depuis plusieurs siècles qui aboutit à ce paysage que l'on appelle méditerranéen, mais qui en fait n'a rien à voir avec ce que serait la végétation dite climatique, c'est-à-dire si on laissait le climat vraiment faire son œuvre, la végétation méditerranéenne ne serait pas celle que l'on connaît actuellement. Alors un deuxième exemple, plus rapide, mais qui est assez intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que la néolithisation était encore très mal connue sur tout le pourtour nord-africain. Et donc il y a également une thèse qui est faite en ce moment dans mon laboratoire par Sabi Jawadi, c'est un étudiant, un doctorant tunisien, et qui travaille sur une séquence du sud de la Tunisie, au niveau de la grande lagune qui est la lagune El Biban. Alors lui travaille sur une zone qui jouxte la lagune, qui est la Cepra Boujmel, qui a enregistré 7000 ans de réponse de la végétation au changement climatique dans cette zone du sud de la Méditerranée. Alors c'est exceptionnel cette séquence parce qu'on en a très peu. On est au sud de la Tunisie, aux confins, aux portes du désert, et forcément les zones humides propices à l'enregistrement et à la conservation du pollen, il n'y en a pas énormément. Pour tout dire, même en Tunisie, on n'en a pas encore actuellement. Et donc là, on va arriver avec des données inédites qui vont vraiment venir enrichir nos connaissances sur les manières dont les écosystèmes actuels se sont mis en place et quelle a pu être l'ampleur, l'origine et l'ampleur des activités humaines. Alors, pour un peu bien comprendre, parce qu'on va parler d'autres éléments de végétation, grosso modo, on va avoir un diagramme polynique qui nous montre l'importance de la végétation méditerranéenne, des herbacées stépiques et des taxons désertiques. Je reviens brièvement sur cette diapositive. La végétation méditerranéenne, on la trouve sur les reliefs ici, qui sont les reliefs, les monts Matmata, et qui sont au sein de ces paysages très arides, les régions les plus arrosées, mais on est bien loin, bien sûr, des valeurs de précipitation qu'on connaît, nous, en France, hein, mais qui permettent tout de même la présence de la végétation méditerranéenne. Les herbacées stépiques sont celles de la plaine de la Géphara, la plaine côtienne de la Géphara. Et enfin, les taxons désertiques sont ceux qui nous arrivent du sud de notre zone, avec l'entrée dans le désert, hein, dans les formations désertiques, totalement désertiques. Actuellement, c'est une région qui est marquée par une très forte stépisation, en partie due aussi, la dégradation du paysage est en partie due à un pastoralisme très important qui altère fortement les milieux. Alors, là, il a fallu faire des choix de taxons pour essayer d'un peu interpréter les données. On s'est intéressé aux pistachiers en tant que marqueur de la végétation méditerranéenne. Les plantes aquatiques sont celles qui nous montrent localement le développement du plan d'eau au niveau de la Cepra. Alors c'est en anglais, le terme de grasses en anglais ne correspond non pas à l'ensemble des herbacées, mais seulement aux graminées. Donc on a ici la courbe des graminées, la courbe des Chenopodiacées et enfin la courbe de l'armoise qui nous montre le cortège herbacé stépique. Ce que l'on voit, c'est que la base de la séquence, entre 7000 et 3500 ans, est marquée par des oscillations opposées entre la végétation aquatique, éventuellement même méditerranéenne, et la végétation stépique, et que cela traduit autant d'alternance d'épisodes humides, arides. Le paysage est alors dominé par les herbacées au niveau de la plaine, auxquels se mêlent quelques arbustes qui vont devenir de plus en plus importants sur les contreforts montagneux, à la faveur de l'augmentation de l'humidité sur les reliefs. Par la suite, pour la partie finale de l'Holocène, la séquence enregistre très très bien l'aridité croissante dont je vous ai fait part sur la diapositive, une des diapositives précédentes, et qui caractérise la mise en place
de l'interglaciaire sur le continent africain. Un début de l'Holocène plus humide, qui alterne des épisodes arides humides, et surtout, la caractéristique majeure, une aridification croissante à partir de l'Holocène moyen et supérieur, qui nous amène vers les conditions arides actuelles du pourtour méditerranéen. Donc là, dans ces conditions d'aridité importantes, les arbres régressent très fortement et ne sont plus présents que sur les parties les plus favorables, les plus humides des très hauts reliefs des Matmata. Alors, y a-t-il des impacts anthropiques? Est-ce que l'on voit des impacts anthropiques à partir du néolithique? Ça a été replacé ici sur la partie gauche de mon diagramme. Vous pouvez voir, on a figuré les plantes, on a additionné les pourcentages des plantes cultivées. Vous pouvez voir qu'au cours du néolithique, il n'y a aucune, mais absolument aucune évidence d'activité humaine. Il semble donc se confirmer que la néolithisation a été retardée, différée, en tout cas pour son entrée dans l'agriculture, sur les rives sud de la Méditerranée, par opposition à une diffusion qui s'est faite graduellement depuis le croissant fertile sur la rive nord de cette même Méditerranée. En fait, il faut attendre la transition entre les occupations phéniciennes, la période punique, et l'occupation romaine. Alors, ils se traduisent essentiellement par l'émergence de pratiques agricoles autour de l'olivier, des céréales également, et de la vigne. Il y a de nombreuses cités qui sont présentes et qui reflètent bien ces toutes premières occupations romaines dans le sud de la Tunisie, avec notamment de nombreux pressoirs à huile qui traduisent bien d'une pratique de l'oléiculture relativement importante. Mais on a là encore une sorte d'atonie du registre archéologique pour le sud tunisien à partir de l'occupation romaine. En fait, il semblerait que l'occupation romaine, qui a perduré pourtant en Tunisie, s'est concentrée assez rapidement sur la Tunisie centrale et le nord de la Tunisie, avec des cités très, très connues, comme Utique par exemple, mais que le sud tunisien, peut-être trop marqué par l'aridité, n'avait pas les faveurs de ces occupations romaines. On voit donc ici une très faible emprise sur les milieux pendant les 2 derniers millénaires, tout au moins jusque vers 1900. Vous voyez ici des courbes qui sont dans leur valeur minimale concernant les plantes cultivées. Alors certes, on commence à voir apparaître des plantes introduites, que l'on appelle des xénophytes, qui montrent que peut-être sur les rivages, qui sont malgré tout les places les plus favorables pour s'installer, il y avait peut-être quelques occupations humaines, mais globalement, il faut faire le constat que le sud tunisien, du fait sans doute de l'aridification croissante, était très peu impacté par les occupations humaines. Qui plus est, il est connu historiquement que le sud tunisien était occupé par des sociétés nomades pendant la plus longue partie de l'histoire, que ces sociétés nomades, elles étaient basées sur un pastoralisme de transhumance qui, de fait, ne favorise pas l'émergence de pratiques agricoles. Et une dernière diapositive pour vous montrer l'impact très très fort qu'a pu avoir, à partir du XXe siècle, en Tunisie méridionale, le développement des techniques d'irrigation. Elles ont permis de développer des plantations d'oliviers extrêmement importantes dans tout le sud tunisien, toute la plaine de la Géfara. Ces plantations d'oliviers ne seraient pas possibles sans l'irrigation, car on est dans des zones trop arides pour que l'olivier puisse persister durablement. Mais grâce à des techniques modernes d'irrigation, à nouveau, le territoire a pu être occupé, en tout cas impacté par les activités humaines. Voilà, donc pour conclure ce cycle, nous avons donc vu comment, à partir de l'étude
polynique, il était possible d'accéder aux environnements et au climat qui se sont succédés au cours du Quaternaire. Nous avons vu que la végétation répondait très très fortement aux alternances des cycles climatiques glaciaires interglaciaires. Nous avons pu également faire des liens avec les occupations humaines. Nous avons pu nous intéresser aux adaptations des peuplements paléolithiques au changement climatique. Ça, c'est ce qui occupe la plus grande partie du Quaternaire, puisque ça nous amène jusque vers 8000 ans avant notre ère. Et puis, nous avons pu voir comment, à partir de la révolution néolithique, le paysage a réagi à un double stimuli, avec d'un côté le climat, bien sûr, puisque nous étions dans un interglaciaire, il y a toujours une dynamique naturelle de la végétation en réponse à un réchauffement climatique, mais également réagissait très fortement aux activités humaines qui structurent durablement maintenant les paysages. Alors, j'ai voulu essayer de recenser un peu quelques ouvrages grand public pour ceux parmi vous qui voudraient compléter leur connaissance sur le sujet que nous avons pu aborder pendant ce cycle. Ce sont des ouvrages que j'ai choisis en langue française, qui sont accessibles tout au moins dans les bibliothèques comme la bibliothèque centrale du muséum ici. Certains des livres sont cependant commandables chez vos livraires de quartier. D'autres peut-être le sont moins, mais donc peuvent être trouvés en bibliothèque. Je crois, oui, voilà, non, je termine quand même par ma propre publicité parce que je n'ai pas écrit de livre pour ma part, ou alors je me suis mis dans l'ère de la modernité, mais j'ai déposé récemment, enfin ça a été validé par les instances, un cours de formation à la palynologie en ligne. C'est un cours de palynologie complet avec des petits exercices pour tester les connaissances. Et donc, vous pouvez y accéder. Il est déposé sur la plateforme d'enseignement du muséum. Et je pense que vous y retrouverez beaucoup des informations que j'ai pu vous présenter. Si parmi vous, il y a des enseignants, je pense que ça peut être un outil très utile, notamment en classe de terminale, où il y a une séance de TP qui est consacrée à la palynologie. Donc, si vous voulez mener cette séance, vous y trouverez sans doute beaucoup d'informations qui vous permettent de faire entrer dans les exercices vos élèves. Et puis, voilà, c'est un support parmi d'autres, moderne maintenant, on va dire, mais qui n'est plus au format papier. Voilà, je vous remercie. Merci, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Est-ce que vous avez une question? Oui. Oui, bonsoir. Oui, c'est une question sur l'histoire de la discipline, à savoir quand est née la palynologie, qui a eu l'idée pour la première fois d'aller chercher les pollens dans les sédiments. Je m'excuse, mais j'ai mal... C'est une question sur l'histoire de la discipline. Ah oui, quand est née la palynologie et par exemple qui a eu l'idée pour la première fois d'aller chercher les pollens dans les sédiments. Oui. Alors c'est Van Post, le nom je crois que il devait être norvégien, je crois, et ça date des années 20, mais réellement pour s'intéresser, c'est lui notamment qui avait proposé des noms de Belling, Alreude, tous ces noms-là. Mais le développement, c'est à partir des années 1960, et il y a une école, il y a une tradition un peu hollandaise. Il y a eu des laboratoires très très dynamiques dans les années 60, 70, 80 en Hollande. Ça continue maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire, mais en tout cas, c'est eux qui ont vraiment initié l'essor de l'application de la palynologie à la reconstitution des environnements. Et puis en France, il faut attendre peut-être plutôt les années 70 pour vraiment voir des écoles. Et le muséum a été une de ces écoles. Et en tout cas, pour ce qui est de s'intéresser aux environnements de l'homme, on a vraiment eu des chercheurs
ici au muséum qui ont brillé. On peut citer Arlette Leroy-Gourand, par exemple, qui était la femme d'André Leroy-Gourand, qui était palynologue, et qui a formé ensuite Madame Renaud Miskowski, qui m'a formé, vous voyez. Donc, il y a une continuité, et c'est bien, je crois, en science, d'essayer de ne pas perdre, de garder de l'attrait, et de pouvoir poursuivre nos recherches. Ça suppose d'essayer de convaincre, bien sûr, toutes nos tutelles. Merci. Est-ce qu'il... Oui. Ce n'est que moi. Bonjour. J'ai deux questions en fait, un peu liées. C'est un rapport à l'exemple tunisien. Je m'intéresse à cet exemple tunisien, enfin, je m'intéresse à cette partie de la Méditerranée. Ouais. Mais alors, d'abord, est-ce que vous avez eu des... J'arrive pas à voir d'ici en fait. Est-ce que vous avez du palmier dattier? Du palmier dattier? Oui, Phénix. Dactylifera, vous en avez ici? Je crois qu'on a une... il est perçu ici, et il est mis dans les plantes cultivées. D'accord. Mais c'est très très limité. Et du coup, vous en tirez quoi comme conclusion? Est-ce qu'on ne peut pas déterminer si c'est du palmier dattier domestique ou sauvage? On est un peu bloqué d'un point de vue palynologique. Et on n'a pas, nous, le moyen d'accéder à cette information. Et, en fait, c'est vrai que je vous ai expliqué que morphologiquement, par exemple, chez les graminées, on pouvait séparer, distinguer les graminées sauvages des céréales. Et ça, forcément, ça place la palynologie comme une discipline très très intéressante pour venir dater l'émergence de l'agriculture des céréales. Là, malheureusement, on n'a pas la possibilité de séparer entre la plante naturelle, enfin dans son milieu naturel, et la plante qui serait éventuellement cultivée. Et la deuxième question, du coup, à partir de cet exemple où vous disiez que on avait une apparition, on n'avait pas d'apparition, a priori pas de fait, de preuve, pardon, de néolithisation avant la période romaine, hein, c'est ça? Alors, mais à partir sur... Non, il n'y a pas eu de néolithisation, et en fait, il n'y a pas eu d'impact sur le milieu avant la fin de la période punique. Et ce qui me gênait, c'était dans la formulation. En fait, vous avez l'air de dire que c'est pour tout le sud de la Méditerranée, mais c'est à partir d'une seule... Non. D'un carottage de... Ça confirme d'autres données que l'on a au Maroc, que l'on a également en Tunisie, qui, en fait, montrent que c'est daté très récemment, l'entrée dans la néolithisation. Enfin, en tout cas, je ne sais même pas si on peut parler de néolithisation, parce qu'on n'est plus dans les périodes néolithiques classiques telles qu'on les limite chronologiquement en Europe, enfin sur l'autre rive de la Méditerranée. Mais on a vraiment un décalage chronologique qui est pointé pour l'instant. Je pense qu'en fait, on a un manque de données actuellement. C'est qu'on a vraiment besoin d'aller faire des fouilles, de continuer. Il y en a eu, hein, mais il faudrait... En région très à forte contrainte climatique, comme ça, j'imagine qu'on a beaucoup plus de discontinuité dans l'occupation de l'espace. Du coup, si on cherche dans les oasis, par exemple, on dirait peut-être plus... Oui, mais les prospections, en tout cas, elles ne montrent pas, pour l'instant, les quelques prospections. Mais il y a des projets internationaux qui se montent, qui montrent bien qu'on est dans un manque de données, mais il y a un très gros projet qui essaye de se monter pour le sud tunisien, pour aller justement essayer de faire un transect entre cette lagune d'El Biban, qui est sur le littoral, à la frontière avec la Libye, et puis essayer d'aller vers le Chott Djerid. Et l'idée, c'est d'essayer de recenser un peu tous ces vestiges qu'il pourrait y avoir. Mais la carte archéologique, elle est encore un peu parcellaire, lacunaire par endroits. Moi, j'espère que c'est un manque de données qui fait qu'on a pour l'instant une vision qui nous dirait que c'est très tardif. En fait, j'y crois pas à cette idée que ça puisse être tardif. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir un tel retard. S'il y a eu une diffusion, je vois très bien moi un modèle avec une diffusion par le nord depuis le croissant fertile, elle
elle est très belle, elle est très nette. On a des dates qui montrent bien que graduellement, on va vers le plus récent, vers l'ouest de l'Europe. Et je ne vois pas du tout pourquoi on ne pourrait pas l'avoir côté nord-africain. Peut-être qu'effectivement, les milieux, par contre, sont moins propices à la conservation. Et ça, c'est un obstacle sur lequel on risque de buter. Bon, il y a eu, depuis les années 90, des reprises de fouilles vraiment au Maroc, également en Tunisie, en Algérie. Nos collègues également ont repris des études, alors peut-être plus vers les années 2000. Il y avait notamment des équipes italiennes qui étaient très très implantées avec des vastes projets de recherche archéologique en Libye. Il y avait beaucoup de projets en Égypte. Bon, malheureusement, il y a eu aussi un très gros coup de frein de données avec l'actualité qui bloque un petit peu le développement de ces grands programmes archéologiques. Mais bon, voilà, on peut espérer que ça va très rapidement se débloquer parce qu'on a vraiment besoin de retourner sur le terrain. On a besoin de compléter les visions que l'on a en ce moment. Ok, merci. Oui, vous venez de parler de l'Égypte, là quand même, il doit y avoir du travail, puisqu'il y a des civilisations depuis des milliers d'années. Oui. Bon. Il y en a eu de menées. Première question. Oui, oui. Deuxième question, est-ce qu'il y a une trace de la disparition, en fait, de la chute de l'Empire romain dans les années 300, 400 après Jésus? Vous parlez Dans la région de Montpellier, par exemple. Ah, pardon. Bah oui, parce qu'il y a la disparition, enfin la chute de l'Empire romain, et il y a normalement une zone... En fait, ça coïncide avec l'absence pendant l'Antiquité de traces archéologiques. C'était ce que montrait une des diapositives. Et en fait, il semble que... Alors, je ne suis pas très spécialiste, je ne suis pas historien, en fait, pour tout dire, mais il semblerait que l'occupation romaine a connu une période d'instabilité dans la région languedocienne et que ça pourrait expliquer peut-être qu'on a peu de vestiges archéologiques et que du coup ça s'est accompagné par un reboisement et que du coup on ne va pas voir la rupture brutale, la chute en 453 je crois. Durée assez longue, c'est pas... Voilà. Mais de toute façon, elle n'est pas du tout perceptible dans la région du Languedoc. Sur l'Égypte, vous n'avez pas répondu tout à fait. Mais je suis embêté parce que je n'ai jamais mis les pieds en Égypte. Alors oui, non. J'ai un peu de mal à parler de ce que je ne connais pas trop. Et même, je n'ai pas assez lu, si vous voulez. Je travaille beaucoup sur la Méditerranée occidentale. Et c'est un monde différent, si vous voulez, archéologiquement, la Méditerranée orientale et l'Égypte notamment. Donc il y a des collègues à Toulouse qui travaillent sur cette région et j'aurais trop peur de dire des bêtises. Historiquement, il y a quand même énormément de données. Évidemment. Oui. Je voulais juste vous demander en quoi consiste la différence des pollens entre poacées sauvages et puis céréales cultivées. Oui, alors, c'est dommage parce que je ne vais pas avoir de grains de pollen là à vous montrer, mais alors, vous allez vous rappeler le tout premier cours d'il y a 2 semaines. On a parlé des grains de pollen monoporés. Donc c'était l'aperture en forme de bouton circulaire, vous voyez. Il y en avait un seul. Eh bien, les graminées sont des grains de pollen monoporés. Ils n'ont pas d'ornementation, en tout cas visible au microscope. Il y a une très très fine ornementation qui pourrait être perçue au microscope électronique, mais en tout cas pas au microscope optique. Donc, une allure, la membrane paraît assez lisse, monoporée, membrane lisse. Qui plus est, le pore est marqué par un décollement de la membrane externe de l'exine, l'ectexine, et ça forme un anneau, une couronne annelée. D'ailleurs, on parle de pore annelé pour les graminées. Ça, c'est valable, ces caractères, que l'on parle de graminées sauvages ou de céréales. Par contre, les céréales, le grain de pollen, la taille moyenne du grain de pollen va être beaucoup plus importante. Pour donner un ordre de grandeur, les tailles moyennes des graminées sauvages vont être entre 20 micromètres et 30-35 micromètres,
alors que les graminées cultivées, les céréales, vont avoir une dimension supérieure à 40 micromètres. On a donc, nous, des petits micromètres incorporés dans nos microscopes pour aller mesurer les tailles de nos grains lorsque l'on trouve des graminées. Qui plus est, le porc va être lui aussi beaucoup plus gros. Le porc des graminées sauvages a un diamètre qui est inférieur à 7 micromètres, alors que celui des graminées cultivées va être supérieur à 10 micromètres. Et là, je vous ai donné les critères distinctifs théoriques. Dans la pratique, on voit qu'il y a des... C'est pas si tranché, il y a certaines espèces qui se chevauchent un peu, et que c'est extrêmement compliqué, et qu'il y a des cas un peu litigieux, dont on ne va pas savoir si on a affaire à un gros grain de pollen de graminées sauvages ou à un petit grain de céréales. Mais ça va être dans le comptage que l'on fait, où on va plutôt chercher la présence de cas où vraiment il n'y a pas d'ambiguïté. On va chercher non pas à en détecter l'ampleur en termes de pourcentage, c'est la présence en elle-même qui vraiment est importante. De trouver, il y a dans des sédiments datés d'il y a 6000 ans, de trouver 2 grains de pollen qui vraiment font penser à des céréales, ça permet de discuter de sociétés qui pratiquent l'agriculture. Et là, il n'est pas besoin d'avoir 20% de ces grains de pollen-là. Les 2 grains vont suffire. Ils ne sont pas là par hasard. Voilà. Merci. Il y a une autre question de ce côté. Bonsoir. Vous parlez très souvent de l'armoise. Oui. Quel est l'intérêt de parler de l'armoise? Eh bien, l'armoise, pour le palynologue, c'est un marqueur de steppe, de milieu steppique. Alors vous allez me dire, mais il y a des armoises qui ne sont pas du tout steppiques. C'est vrai, notamment l'absinthe est une armoise qu'on va trouver dans les montagnes, donc plutôt dans des milieux froids, humides. Mais lorsque l'on travaille en Méditerranée, l'armoise, ou dans les plaines de l'Europe du Nord, la présence d'armoise ne renvoie pas à ces espèces montagnardes. Et dans ce cas, les espèces d'armoise dont on parle, c'est l'armoise, il y a Artemisia herba alba, l'armoise blanche, l'armoise campestre, alors qu'il faudrait traduire par... non, je ne vais pas savoir traduire, on va rester sur le latin. Mais ça renvoie, sous ce terme d'armoise, à des espèces qui, elles, ont vraiment des affinités steppiques. Donc, ça nous décrit, pour nous, ça nous décrit des milieux marqués par l'aridité. Ça dépend, on ne peut pas, nous, aller à l'espèce, si vous voulez. On ne peut malheureusement déterminer qu'au genre Artemisia, l'armoise, et du coup, on donne à ce taxon sa signification steppique. Oui, parce que vous en parlez depuis des temps très très anciens. Oui, oui. L'armoise est présente dans les cortèges de végétation herbacée depuis des millions d'années. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous rappelle que c'est le dernier cours ce soir, donc si vous avez une question pour M. Vincent Le Breton, ça attendra 3 ou 4 ans, quand je le rappellerai. Bon, écoutez, merci beaucoup.